Donc je voulais commencer par remercier le CNESCO, les organisateurs de cette invitation, de dire que j'en suis absolument ravi sur ce sujet très important du lien entre les connaissances hors l'école et les connaissances scolaires. Et voilà, donc les questions qui vont parcourir mon intervention sont autour de l'idée d'en fait comment est-ce qu'on construit des nouveaux savoirs, et ce qui va être un fil directeur, c'est le lien en fait entre le nouveau et l'existant, et en particulier on verra comment c'est un phénomène qui est essentiel pour pouvoir se prononcer de façon assez précise sur les difficultés que peuvent rencontrer des élèves dans le cadre scolaire, pour construire des progressions d'apprentissage, pour évaluer les acquisitions des élèves. Et puis, ce qui va être aussi un fil directeur de mon intervention, ça sera de maintenir le sens, parce qu'il y a vraiment cette question du lien de comment est-ce que ce qu'on apprend à l'école continue à faire sens par rapport à des connaissances qui sont hors du champ scolaire. Et puis, enfin, une autre question importante, c'est comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur d'autres savoirs que ceux que évoquent spontanément les élèves pour les aider dans l'acquisition de nouveaux points de vue. Alors, le plan de ma conférence sera en 3 parties, comme beaucoup des autres conférenciers. Je commencerai donc à parler d'analogie. Alors, Julien Netter a fait un très bon teaser tout à l'heure, et on verra un petit peu plus pourquoi est-ce que l'analogie peut sembler tellement importante dans ce cadre. Ensuite, on parlera de conception intuitive, et on verra qu'en fait, les conceptions intuitives sont les analogies premières sur lesquelles les élèves s'appuient pour entrer dans les notions scolaires. Et puis, enfin, on verra aussi comment est-ce qu'on peut faire appel à des analogies, cette fois plutôt contre-intuitives, c'est-à-dire celles qui ne sont pas spontanément évoquées, pour favoriser de nouvelles compréhensions et de nouveaux apprentissages. Tout ça en 20 minutes. Donc, tout d'abord, pour parler d'analogie, première idée importante, c'est l'idée que c'est un processus transversal, c'est-à-dire une idée qu'on peut défendre, c'est qu'un être humain passe en fait son temps à faire des analogies, tout simplement parce que pour faire face au présent, pour donner du sens à la nouveauté, on s'appuie toujours sur le connu. Ici, on a une citation du physicien Robert Oppenheimer qui le dit pour les sciences, mais on peut encore généraliser cette citation. On peut la lire ensemble, qu'il s'agisse de découverte ou d'invention. L'analogie est inévitable dans la pensée humaine parce que nous découvrons de nouvelles choses en science avec ce dont nous disposons. Donc c'est vraiment l'idée de s'appuyer sur l'existant pour construire de la nouveauté. Alors pourquoi est-ce que l'analogie a un statut aussi central dans la pensée humaine ? C'est tout simplement parce que l'être humain en permanence fait face à des situations nouvelles. Par exemple, à l'instant précis où on se retrouve tous ensemble dans cette salle, cette situation elle est à sa manière nouvelle forcément. Et en même temps, pour profiter de nos expériences, pour capitaliser sur l'expérience, on a besoin de rapprocher d'expériences passées. Et c'est là qu'intervient l'analogie, qu'on peut qualifier d'une comparaison mentale qui est fondée sur la similitude et qui va permettre de dépasser la singularité du moment présent pour le rattacher à de l'existant. On peut souligner la valeur adaptative de l'analogie, même sur un point de vue évolutionniste, et puis signaler aussi qu'elle a un faible coût cognitif parce qu'elle permet de bénéficier d'une certaine façon à faible coût parce qu'on s'appuie sur l'existant, et puis un grand pouvoir inférentiel parce que en mobilisant le connu, on peut en même temps développer toutes les inférences qui sont attachées à des connaissances existantes. Un exemple, si je vous demande quelle est la tour Eiffel de Genève, probablement une question que personne dans la salle ne s'est jamais posée. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Alors, probablement tout le monde, ceux qui ont un jour visité Genève, ont cette idée, et on se rend compte à quel point ce processus, il se fait sans effort, il paraît tout à fait naturel, et en même temps, on a fait un saut contextuel assez important. On peut documenter dès le plus jeune âge la question des analogies. Par exemple, ici, on a quelques extraits d'enfants qui commencent à développer leur vocabulaire. Et vous voyez Camille qui dit « j'ai déshabillé l'orange ». On comprend qu'elle l'a épluché. Et puis ensuite, Johan qui voudrait que sa maman ouvre les yeux, mais qui le dit autrement, qui lui dit d'allumer ses yeux. Et puis Lénie qui dit « soigner le camion ».
Alors c'est l'occasion de noter que l'analogie, c'est aussi une perspective qui est prise sur une situation. Par exemple, personne a demandé à Camille si la peau de l'orange pour elle faisait partie du fruit, mais c'est bien possible que non. Et donc sur le plan de l'éducation, ça pose la question bien sûr de comment on va faire évoluer la représentation de Camille à ce sujet. On a beaucoup parlé aussi de digital ensemble, et souvent on oublie à quel point il y a des racines matérielles dans le vocabulaire du numérique. Donc tout le monde a reconnu un bureau, une fenêtre, un site, une corbeille, des classeurs, des documents, des liens, un menu, une page, une boîte aux lettres, un réseau, d'accord ? Et on se rend compte à quel point il y a cette perméabilité entre le sens initial qui est issu du monde matériel et puis les analogues numériques qui en découlent. On pourrait aussi parler du statut des analogies dans les découvertes scientifiques. Et par exemple, la Lune qui a perdu sa majuscule à l'époque de Galilée, parce que en fait, Galilée a généralisé la Lune, qui était un nom propre et l'unique satellite de la Terre, pour construire le concept de Lune. Donc elle a perdu sa majuscule. On pourrait dire la même chose pour le Soleil. Alors, lorsqu'on est dans le cadre de l'introduction, de l'apprentissage de nouvelles notions scolaires, la première question qu'on va se poser, ce sont justement les analogies primordiales sur lesquelles les élèves vont s'appuyer, qu'on peut qualifier de conception intuitive. Alors, je tiens au terme intuitive parce qu'on peut s'appuyer sur une citation de Henri Poincaré. On a parlé de cette idée de maintenir le sens, et justement, Henri Poincaré va dire « la logique reste stérile si elle n'est pas fécondée par l'intuition ». Donc il y a vraiment cette question dans les apprentissages de ne jamais rompre le sens de l'intuition, et on part avec des conceptions premières qui sont issues de ces analogies initiales. Et donc quand est-ce qu'on va parler de conception intuitive? C'est lorsqu'une notion est perçue par analogie avec une connaissance familière issue de la vie quotidienne. Alors ce qu'on peut dire de ces conceptions intuitives, c'est qu'elles sont utiles parce qu'elles permettent justement de donner du sens à des notions introduites dans le cadre scolaire. On peut même dire qu'elles sont nécessaires, d'après ce qu'on a dit sur le poids des analogies lorsqu'on fait face à des situations nouvelles. Et puis, on peut dire aussi qu'elles sont limitantes, comme on vient de le voir avec l'exemple de l'orange pour Camille. Et on peut même préciser qu'elles ont un domaine de validité. Ce domaine de validité correspond à l'ensemble des situations où la conception intuitive fonctionne, mais il y a aussi tout un ensemble de situations qui sont hors de ce domaine de validité. Ce schéma aide un petit peu à se rendre compte de cette idée. Prenons l'exemple du sujet d'une phrase en grammaire. La conception intuitive va être tout simplement un individu qui agit. Alors, si jamais on propose à des élèves d'école primaire ces 4 phrases et puis on leur demande d'entourer le sujet. Qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr, on voit que le premier d'entre eux, il est dans le champ de validité de la conception intuitive parce que c'est Théo qui est en train d'agir, qui mange un gâteau. Par contre, on voit que les 3 suivantes ne le sont pas et que donc, de cette manière, on peut envisager quelles situations vont être potentiellement difficiles pour les élèves et quelles sont les étapes à réaliser pour dépasser, pour aller au-delà de ce champ de validité des conceptions intuitives. Alors, ce qu'on vient de prendre comme exemple pour le sujet grammatical, on peut prendre le même, bien sûr, dans d'autres domaines scolaires. Alors, par exemple, en mathématiques, si je vous propose d'inventer un problème de soustraction dont la solution est 8 moins 3 égale 5, et je vous invite même à le faire, le premier problème qui vous vient à l'esprit. Ça va, tout le monde en a imaginé un? Ok, alors si jamais vous êtes des humains, comme la plupart des humains, vous avez imaginé un individu qui avait une certaine quantité de quelque chose, en l'occurrence qu'il y en avait 8, et puis ensuite il y a un événement qui s'est produit, et cet événement lui a fait enlever 3. Et puis la question qui est venue ensuite, c'est combien est-ce qu'il en reste? Qui n'a pas fait ça? Oui, voilà, il y a des exceptions, on comprend pourquoi, d'accord? Et donc là, on est dans la conception intuitive de la soustraction, c'est-à-dire qu'on a l'idée que soustraire, c'est perdre, retirer, enlever, et puis chercher ce qui reste, d'accord? Et
en même temps, on pourrait se demander d'inventer un problème de soustraction, donc toujours la solution est 8 moins 3 égale 5, mais cette fois, on dit qu'on ne perd rien, on ne fait que gagner. Alors, normalement, ça devient tout d'un coup beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? Et pourtant, on a des problèmes tout aussi concrets. On a celui-là, par exemple, Lou a 3 cartes, elle en gagne pendant la récréation, maintenant elle en a 8, combien de cartes a-t-elle gagné? Et vous voyez que la soustraction 8 moins 3 égale 5 fonctionne tout aussi bien. Mais là, on se rend compte à quel point ces conceptions intuitives, en fait, elles restreignent par rapport à la notion scolaire elle-même. Et il y a même des travaux qui montrent que sur la typologie de toutes les sortes de situations de soustraction, celle-ci ne représente qu'une seule de l'ensemble. Donc, en fait, ça donne une focale très, très restreinte. Et donc, en fait, la question qui va se poser, comme vous le voyez, c'est que on a tout un ensemble de situations, on ne va pas les décrire une par une, qui sont assez différentes les unes des autres, mais qui ont en commun d'être hors du champ de validité de la conception intuitive. Et on comprend tout l'enjeu, et toujours avec cette idée de ne pas rompre le sens, de ne pas perdre le sens de l'intuition, mais de conserver cette possibilité. Ce qu'on a dit pour la soustraction, on aurait pu faire exactement la même analyse pour les autres opérations arithmétiques, et puis pour tout un ensemble de notions scolaires en général, avec l'idée que, par exemple, additionner, c'est chercher le résultat d'un ajout, que multiplier, c'est chercher le résultat d'une addition répétée, et que diviser, c'est chercher la valeur de la part. Et ça, toutes ces situations, en fait, elles sont sur le plan scolaire tout à fait admissibles, enfin tous les autres cas sont scolairement tout à fait admissibles, mais sont simplement hors du champ de validité de la conception intuitive. Alors, voici un exemple de travaux qu'on a menés avec l'ADEP, je ne rappelle pas l'acronyme, Magda Tomasini nous l'a rappelé ce matin. Vous voyez ici, on a 3 énoncés de problèmes qu'on a donnés à des élèves de CE1, et en fait, ils ont en commun que ce sont tous les 3 des problèmes de multiplication. En fait, il y en a un qui est au cœur de la conception intuitive, qui est le premier. Louise a acheté 6 paquets de 3 biscuits. Combien de biscuits Louise a-t-elle acheté? Et on voit que la moitié des élèves réussissent. Le deuxième, on introduit un scénario un petit peu différent. Cette fois, ce sont des échanges. C'est plus difficile de faire le lien avec cette addition répétée. Et puis, le troisième cas, on est carrément sorti de l'addition répétée. On est sur un rapport multiplicatif. Et là, on tombe à 8% de réussite. Donc, on voit à quel point c'est crucial, cette question de champ de validité. Il y a aussi la question de la robustesse des conceptions intuitives. Ici, ce sont des travaux qu'on a menés auprès d'enseignants, soit en formation, soit en activité, et on voit que le phénomène qu'on vient de partager sur comment trouver une situation de soustraction ne fait que gagner, c'est très difficile, et la plupart ne réussissent pas à le faire. Ici, on se rend compte aussi comment, pareil, auprès de professionnels de l'éducation, c'est un phénomène tout à fait normal, la prégnance des conceptions intuitives reste très forte. Donc, ici, il s'agissait d'associer un mot à chacune des opérations arithmétiques mentionnées, et on voit comment la centration autour de ce champ de validité reste essentielle. Et donc, je voulais mettre aussi l'accent sur la métaphore trompeuse de la déconstruction. Parfois, on a en tête qu'il faut construire quelque chose de nouveau, mais on enlève ce qui existe. Et en fait, ce n'est pas du tout ce que montrent les travaux. Les travaux montrent que les conceptions intuitives perdurent après l'enseignement, elles restent influentes. Et donc, l'enjeu n'est pas de remplacer une connaissance quotidienne par un savoir scolaire, qui est une quête illusoire, qui est démentie par la recherche, mais en revanche, il s'agit de donner aux élèves l'opportunité de dépasser les limites de points de vue initiaux en étant en mesure de dépasser les limites de leur conception intuitive. Alors comment est-ce qu'on peut dépasser les limites de ces conceptions intuitives? Eh bien, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut en fait faire des analogies qui, cette fois, sont des analogies qu'on ne fait pas spontanément et que les enseignants peuvent bien sûr introduire pour appuyer les élèves dans leur nouvelle compréhension. Alors ici, ce sont des exemples de publicité. C'est le même mécanisme, donc on le fait après déjeuner, c'est encore mieux. Vous voyez qu'ici, en fait, la stratégie, on va dire, de communication, qu'est-ce que c'est? C'est de montrer que des entités que d'habitude on ne considère pas comme analogues les unes des autres peuvent être vues comme faisant partie d'une catégorie commune. Et donc, on va dire, par exemple, je ne mange pas d'animaux parce que mon corps n'est pas un cimetière, n'est pas une tombe. Ou alors, on va dire, ceux qui aiment les chiens
ne mangent pas les chiens, ceux qui aiment les chats ne mangent pas les chats, et donc ceux qui aiment les animaux ne mangent pas les animaux. Ou encore, vous voyez, tous les animaux veulent vivre, mais où est-ce qu'on met la ligne entre les deux? Donc on comprend à quel point on est invité en fait à changer de point de vue sur une situation. Et ce qu'on va voir, c'est comment ces changements de point de vue, qu'on peut bien sûr ici voir un peu comme une tentative marketing pour influencer, une tentative idéologique, comment est-ce que l'éducation peut en faire une force pédagogique. Je voudrais aussi citer une recherche menée en 2011 par un collègue qui travaille sur la question de ce qu'on appelle le cadrage métaphorique, et en fait dans lequel c'est le même texte, strictement le même texte, qui a été présenté à 2 groupes de participants. Simplement, dans une des versions, le crime est présenté comme une bête sauvage, et dans une autre version, le crime est présenté comme un virus. Mis à part cela, ces 2 textes sont strictement identiques, en particulier les statistiques à la fin du texte sont exactement les mêmes. Et ensuite, on demande aux participants, à leur avis, quelle serait la politique la plus efficace à mener contre le crime dans la ville d'Addison, qui est une ville fictive. Et on voit que la métaphore du virus, elle amène beaucoup moins vers des politiques répressives que la métaphore de la bête sauvage, pour des raisons qu'on peut assez bien comprendre, parce que dans un cas, on a envie de vacciner, on va dire, dans l'autre cas, on ne voit pas trop de solutions à part supprimer. Et donc, on arrive vers cette idée de recodage sémantique, c'est-à-dire de donner l'opportunité aux élèves d'avoir un nouveau point de vue sur les situations en introduisant justement des façons alternatives de les concevoir. Et donc, il s'agit de dépasser une compréhension intuitive qui serait fondée sur les seules connaissances quotidiennes, donc ces fameuses conceptions intuitives, en attribuant à une situation des propriétés qui d'habitude sont plutôt attribuées à d'autres situations, comme on vient de le voir pour le végétarisme ou pour le crime, de façon aussi à favoriser une conception plus abstraite de la notion. Par exemple, pour la soustraction, eh bien, on va au-delà des situations où on cherche ce qui reste, mais on pense aussi à toutes les situations où on cherche un écart entre 2 valeurs. Par exemple, si vous avez l'énoncé en haut de la diapo, où on dit que Pierre va à l'école avec des billes, qu'à la récréation il perd 39 billes, que maintenant il lui en reste 4, combien de billes Pierre avait-il avant la récréation? Ce problème, vous voyez, c'est un problème où on ne fait que perdre, mais qui se résout par une addition. Donc c'est une situation de perte pour laquelle on solutionne par une addition. Si on modifie l'énoncé en introduisant une couleur aux billes, eh bien ça va être beaucoup aidant pour les élèves, parce que ça va les aider à voir qu'en fait les billes qu'on cherche, c'est la réunion des billes bleues et des billes rouges, et donc on réconcilie cette interprétation avec l'intuition des élèves de ce qu'est une addition. On va aussi travailler sur les situations. Par exemple, si je vous dis j'ai 12 oranges et 4 paniers et que je vous propose d'inventer un problème, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Normalement, presque tout le monde va penser à une division ou éventuellement une multiplication. Et puis, j'ai 12 oranges et 4 pommes, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Voilà, en général, une addition. Et donc, pourtant, la seule différence, c'est d'un côté le mot panier, d'un autre côté le mot pomme. On est très influencé par nos connaissances générales sur les objets, mais donc c'est ce qu'on trouve dans des recherches sur la question. Mais ça serait tout à fait légitime, tout comme on peut se demander combien ça fait d'oranges par panier, on peut tout à fait se demander combien ça fait d'oranges par pomme. Et en fait, c'est extrêmement important pour construire la notion de rapport à l'école primaire et pas être limité dans des contextes qui enferment. Donc c'est typiquement le genre d'activité qu'on peut développer pour faire évoluer les points de vue sur ces questions. Alors on a mené des recherches dans les écoles. Alors ici c'est la thèse de Calice Schebling-Sev qui a travaillé sur la question de ce raisonnement flexible en prenant des points de vue qui vont à l'encontre de la conception intuitive, en tout cas qui favorisent leur dépassement, et dans lequel eh bien, on a travaillé à la fois en maths et en sciences, et en ayant à chaque fois ce lien entre la conception intuitive, la conception visée, et puis cette démarche de recodage sémantique qu'on vient d'illustrer ensemble, et avec des comparaisons de type pré-test, post-test, dans lequel on a pris en compte à la fois les niveaux scolaires, le type d'origine des élèves, et les différentes compétences qui intervenaient, en l'occurrence ici, sur le raisonnement proportionnel, et puis aussi des séances en sciences,
Il y avait une partie, on n'aura pas le temps vraiment d'en parler car je vois que le temps passe, mais où les élèves peuvent expliquer ce qu'ils ont compris. Et vous voyez ici un élève qui montre bien qu'on a fait la différence entre 2+, et x+, ce qui est extrêmement important. Et puis on a des résultats très favorables, l'équivalent d'un gain de 7 mois de gain d'apprentissage supplémentaire entre le groupe contrôle et le groupe expérimental, une progression dans les différentes compétences travaillées, et puis également le projet R2, cette fois c'est la thèse de Catherine Rivier, dans lequel on a travaillé les 3 formes d'analogie que je n'ai pas eu le temps de détailler, avec bien sûr un travail aussi de formation des enseignants, de formation au cadre, et puis une structure pré-test, post-test, une organisation sous forme de séances, des outils de modélisation. Et puis on a des résultats qui sont extrêmement encourageants dans 2 études, dont l'une est déjà publiée, l'autre est en cours de publication, et puis une troisième est en cours d'analyse, mais on est assez optimiste. Et donc en conclusion, il y a cette question donc de l'analogie en soutien de la construction de nouveaux savoirs, l'importance de la façon dont le formel peut prendre appui sur l'informel, cette question des conceptions intuitives, et puis l'idée de chercher à surmonter les intuitions premières pour en construire de nouvelles. Merci beaucoup pour votre attention.